Alors, pour reprendre, on va faire un petit retour en arrière, ou plutôt un perfectionnement de ce qu'on a vu dans les premiers épisodes au niveau du sound design et de la composition. Dans cet épisode et les deux suivants, on va faire un bout de morceau qui va sonner le plus roots possible, et on va faire ça en plusieurs étapes. La première étape, ça va être le choix des instruments et la composition MIDI. Bien choisir ses plugins pour que ça sonne réaliste, et comment enregistrer et séquencer nos phrases MIDI pour un feeling un peu plus naturel. Ensuite, dans la deuxième étape, on verra comment traiter le son pour colorer le signal digital. Et dans la troisième étape, on commencera à voir les bases du mixage, on verra ce qu'est le gain staging, comment utiliser des EQ, des compresseurs, etc. Alors première étape, on va déjà définir de quoi on parle. Donc avant la musique digitale, dans les années 70, tout était acoustique, analogique, organique. On joue avec des instruments acoustiques ou électroacoustiques qu'on enregistre avec des micros qui reçoivent une onde analogique qui passe dans des compresseurs, des EQ, et qui arrive dans des consoles analogiques, et le morceau est enregistré sur des bandes magnétiques. Et dans tout ce cheminement, on avait une certaine signature sonore qui dépendait de beaucoup de paramètres, et en premier lieu, donc du toucher du musicien, du groove, des petites imperfections humaines, les sons parasites dans les enregistrements, etc. Aujourd'hui, c'est cette partie-là qui va nous intéresser, c'est-à-dire le toucher du musicien, les imperfections du jeu, le groove, et on parlera du matériel analogique dans les prochains épisodes. Alors, l'idéal, évidemment, pour sonner un peu plus authentique, c'est de jouer et d'enregistrer avec des instruments, mais aujourd'hui, une bonne partie des producteurs, et si tu regardes ma chaîne, c'est probablement que tu travailles in the box avec Ableton ou avec un autre logiciel, et que tu enregistres pas ou très peu d'instruments. Et donc on va voir comment, avec des plugins, on peut sonner le plus naturel possible. Alors déjà, le choix des plugins. Si on veut sonner roots, on va pas utiliser les mêmes plugins que si on veut faire de la grosse électro dubcore ou du stepper digital West London UK 90. Alors petite parenthèse, à savoir que je fais des gros raccourcis là entre les styles, et je trace un peu des frontières pour faciliter le message pédagogique, purement technique. Roots, stepper, UK, toutes ces choses-là. Mais évidemment, je vous encourage à casser les codes, pas hésiter à mélanger les sonorités, expérimenter de l'électro rootscore ou de l'organique West London, organique step-accord, j'en sais rien. Et je vous recommande vivement, si vous voulez avoir votre propre couleur, de pas être simplement dans la reproduction de ce qui a déjà été fait, même si évidemment l'apprentissage commence par la reproduction et l'imitation des codes et des modes. Mais une fois que vous avez vos outils, n'hésitez pas à casser les codes et de créer votre propre couleur. Alors fin de la parenthèse. Pour sonner roots, on va évidemment utiliser des plugins qui reproduisent des instruments acoustiques au possible. Je vous en ai déjà montré un certain nombre dans les précédents épisodes, mais je vais vous refaire une petite liste. Voilà, donc je vous donne ici. Mais le plugin à lui seul suffit pas pour sonner authentique, pour sonner naturel. Si on séquence tout de façon mécanique, avec la même vélocité, qu'on quantise tout à la croche ou à la demi-croche, le phrasé va pas sonner naturel, donc il faut jouer aussi avec la vélocité, la quantisation, pour rendre le ressenti un peu plus vivant. Et la première technique, c'est de faire des enregistrements à la volée, déjà, et éviter la souris, donc d'utiliser son drumpad ou son clavier, ou n'importe quel autre instrument MIDI, et d'enregistrer directement à la volée avec son groove, sans oublier de désactiver l'option quantisation automatique, si elle est activée. Je vérifie ici que j'ai pas la quantisation record quantisation on, donc je la mets en no quantisation off, et comme ça va permettre de garder donc l'enregistrement de ce que je fais totalement libre, sans les recaler. Je vais faire déjà une petite phrase de batterie le plus carré possible avec le drumpad. Alors deuxième point important aussi, selon moi, pour sonner un peu plus naturel, c'est de faire des longues phrases, donc de 16 mesures minimum. Les petites boucles ont tendance à sonner plutôt répétitives, digitales. Alors c'est pas une règle universelle non plus, il y a des super morceaux où la drum ou un autre instrument tourne sur 4 ou 8 mesures, mais généralement si vous trouvez que vos phrases sonnent un peu trop monotones, sonnent un peu trop loops, et que vous êtes en 4 mesures, 8 mesures, essayez d'ouvrir et de faire plus de variations sur 16 mesures, 32 mesures. Voilà, et vous créez des fins de phrases à la fin de la 8e mesure et à la fin de la 16e mesure. Alors moi je suis pas très doué en finger drumming, donc je fais les éléments
séparément. Je vais faire d'abord kick, snare, et après je ferai les charlets, et ensuite j'irai faire les drum fills, les fins de phrase, quoi. Voilà. Allez, c'est parti pour le kick snare. Voilà, je fais un truc assez basique, et maintenant je vais faire les charlets, les cymbales. Hop, voilà, 16 mesures. Alors, un autre truc important aussi pour pousser le vice un peu, si vous voulez vraiment sonner naturel, il faut éviter d'écrire des phrases impossibles pour un instrumentiste. Par exemple là, avec la drum, les fins de phrases, il faut penser à ne pas mettre les charlets, ou alors les mettre dans des temps où le batteur il peut jouer les charlets, mais par exemple s'il est en train de faire un roulement de caisse claire ou un roulement de tom, bah il peut pas, il a pas de quatre mains, donc il va pas pouvoir faire les deux en même temps. Alors après, encore une fois, c'est pas une règle universelle, hein. J'ai entendu des vieux morceaux roots où la drum faisait des roulements et en même temps il y avait toujours le charlet qui jouait, donc c'est probablement que le batteur il a fait plusieurs enregistrements superposés. On peut se dire que c'est aussi une des innovations dans la musique moderne, à un moment donné, d'avoir pu superposer des prises d'enregistrement. C'est un atout en plus qu'on a aujourd'hui, que ce soit à l'époque avec les enregistreurs multipiste ou aujourd'hui en digital. Je vous mettrai en description un morceau de Roberto Sanchez qui s'appelle Chant Them Down avec Peter Yothman au chant, et vous écouterez la drum. Alors déjà, ce morceau, il casse les deux des règles que je viens d'énoncer, parce que il fait des roulements de tom à chaque fin de deux mesures. Toutes les deux mesures, il fait un petit roulement de tom. Et à chaque fois qu'il fait ce petit roulement de tom, et ben il n'y a plus la cymbale. Et vous allez écouter, vous allez voir que ça respire du coup. Et en fait, quand on enlève des choses, ça rajoute du groove en général, quoi. Donc c'est un truc, voilà, c'est une question de goût. Je vous mettrai ce morceau là, un super morceau de Roberto Sanchez avec Peter Yothman sur le label Salomon Heritage. Et voilà, donc après ma phrase terminée, je vais aller regarder dans mon clip là de séquenceur. Alors je vais vous enlever, voilà, là c'est un petit peu mieux. Alors donc ce que je vais faire là, c'est que je vais les ajuster à la main. Je vais rapprocher les notes qui sont trop éloignées des doubles croches ou de leur temps, et je vais essayer de garder du groove et un petit décalage. Je vais faire la quantisation à l'œil. Alors les frappes principales, tout ce qui est là, comme c'est un one drop, le temps dominant c'est le troisième temps là, le troisième temps où il y a le rim et le kick. Alors ceux-là, je vais quand même les quantiser, parce qu'ils sont, c'est eux qui lead vraiment le groove du morceau, donc on veut qu'ils soient quand même bien calés. Hop, ceux-là ils sont quantifiés, et c'est pareil pour la vélocité, je veux qu'ils tapent à peu près toujours à fond. Tiens, celui-là, hop, voilà, ils sont bien. Et tout le reste, je vais aller check à la main, à l'œil, comme ça, et les rapprocher plus ou moins, les remettre un peu. Alors je vais avoir tendance, dans le reggae dub, je vais avoir tendance plutôt à aller en fond de temps, comme on appelle ça, plutôt aller en arrière plutôt qu'en avant, mais après il y a des groupes différents, hein, mais moi je trouve que le petit côté un petit peu en retard, un petit peu qui traîne là, ça correspond plus au dub et à notre style de musique que des temps qui vont en avant. Mais après dis-moi en commentaire si jamais tu trouves que de mettre les temps en avant ça peut être intéressant, et ben j'aimerais bien savoir aussi, parce que c'est une question que je me pose. Voilà. Alors je vais tirer un peu, je vais remettre tous mes temps là à l'œil. Donc ça c'est ma demi-croche ici, ça c'est mes croches. Hop, à demi-croche, double croche, pardon. Hop. Et on va faire ça sur tout le pattern. Donc je vais accélérer. Et donc on peut laisser des petits... voilà, on le fait vraiment à l'œil, hein, que c'est pas grave si ça sort un peu du temps comme ça, un petit peu en arrière. C'est ça qui va donner le groove.
Et voilà. Et maintenant, je vais aller ajuster les vélocités aussi. Donc j'ai des temps forts, comme cette cymbale-là, c'est toujours la même, qui va... Je veux qu'il soit assez forte, donc je vais la mettre là, et je vais lui mettre un petit peu de randomisation quand même de la vélocité, pour pas que ça soit toujours exactement pareil. Hop, donc là il y a l'outil randomisation, hein, qui va faire, hop, mettre un peu au hasard. Et toutes les autres là, on va les mettre beaucoup moins fortes, et faut pas hésiter avec un plugin comme le Rebadrum à venir jouer dans toute la tessiture de la vélocité, parce que il y a des samples donc par tranche de vélocité, et les frappes de cymbales vont sonner différemment en fonction de la vélocité. Donc faut pas hésiter à venir chercher un peu toutes les frappes pour vraiment que ça sonne naturel, quoi. Alors, je vais l'éditer comme ça avec l'outil crayon. Alors non, pas celle-là. On va déjà attraper les cymbales en question, c'est celle-là, voilà, B, hop, ouais, c'est pas mal comme ça. Je vais accélérer, je vais faire tout ce travail là. Et pareil pour toutes les frappes de rimshot qui sont dans les autres temps là. Alors, je vais venir les attraper ici. Toutes les frappes kick snare en dehors du beat principal, quoi, du one drop. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais aller faire une petite fin de phrase, un petit riff au niveau de la fin de la 8e mesure. Hop, donc pour ça, je boucle ici. Je vais imaginer une petite phrase, donc un petit roulement de caisse claire avec un crash, un truc comme ça. Voilà, tout simplement. Là, je vais enlever le fold. Donc là, j'étais en fold, qui permet d'avoir que les notes sur lesquelles on travaille. Mais je peux l'enlever, le désactiver, et là, je vais avoir toutes les notes de mon instrument. Donc je veux celui-là. Hop, on va le mettre par là. Et on va tout enlever. On va mettre la crash là plutôt. Voilà. On va remettre une snare ici. Avec pareil, peut-être. Peut-être on va pas la mettre elle. Voilà, tout simplement. C'est un petit bout de. Une petite variation en fin de 8 mesures. Et on va en faire une un peu plus complexe en fin de 16 ici. Et ça va être directement. Alors. Je vais bouger ma tête. Voilà.
l'inverse. On va mettre ça là, ça. Ok. Et pareil au niveau... Hop. Hop. Voilà, donc j'ai ma phrase de batterie avec des modifications de vélocité, avec un petit bout de break en fin de 8e mesure, un petit bout de break un peu différent en fin de 16e mesure. Donc là j'ai une phrase qui sonne relativement naturelle, je vais vous faire écouter. Ensuite, on va faire pareil avec tous les instruments. Je vais pas tout vous faire en direct, parce que ça prendrait trop de temps, mais j'avais déjà fait un petit bout de morceau là, dans cet état d'esprit, et je vais vous montrer les phrases les unes après les autres séparément. Alors déjà, le skank piano. Donc ce qu'on peut voir au niveau du piano skank, c'est que en fait, quand on joue... alors je vais fold encore, hop. Quand on joue sur un piano, on a les doigts qui font pas tous la même taille, et puis quand on atteint les touches, en réalité, on n'appuie pas vraiment en même temps sur toutes les touches. Alors là, on peut imaginer que, vous voyez, comme par hasard, c'est celle du milieu tout le temps qui joue en premier. Bah, je pense que c'est parce que c'est le majeur qui vient donc jouer en premier. Alors ça, c'est bien parce que du coup, en fait, le fait que les notes, elles tapent pas tous au même moment, et ben, ça donne ce petit côté naturel, quoi, qui sonnerait beaucoup plus mécanique si on quantifiait comme ça le skank, quoi. Chacun de ces détails va pas forcément s'entendre, et la succession, l'addition de toutes ces petites strates de détails, que ce soit la longueur du clip, la façon de gérer la vélocité, le MIDI, etc. sur tous les instruments, plus les étapes qu'on va voir dans les prochains épisodes avec le mixage et colorer le son, et toutes ces strates qui vont donner à la fin un rendu professionnel et authentique. Alors je vous fais écouter donc le skank que j'ai fait. Donc j'ai fait un skank, c'est pareil là, ce qui est intéressant c'est qu'il y a 16 mesures. Les 8 premières mesures ont office un peu d'intro. Ce que je vais faire c'est que je vais vous les jouer avec l'orgue pour que vous compreniez là où je veux en venir. Parce qu'ici donc le piano pendant 8 mesures il va faire des petits appels de skank, et ensuite il va être linéaire. Alors je le joue sur 2 octaves le skank toujours, et pendant la deuxième partie il y a l'orgue qui va venir faire une petite phrase. Voilà. Alors, je vous fais écouter. Voilà, donc là pareil, j'ai enregistré à la volée, j'ai quasiment rien quantisé, parce que ça sonnait suffisamment bien. Pareil pour les skanks, hein, comme vous voyez. Alors je suis quand même venu remettre un peu les skanks dans le temps, parce que souvent ils étaient pas vraiment... ils étaient un peu trop loin. Voilà, s'ils sont là, évidemment, avec Alt, là, je vais les rapprocher un peu. Voilà. Pareil pour la guitare.
qui est un peu forte d'ailleurs. Voilà, ensuite j'ai une petite cocotte qui suit la basse. Alors je vais vous les mettre toutes les deux en même temps. À savoir que la basse, j'ai triché, j'ai pas pu m'empêcher d'utiliser la basse que j'ai achetée. Donc c'est pas un synthé, c'est un enregistrement que j'ai fait. Alors c'est les balbutiements là des prises de son basse. Mais c'est vraiment pas mal, je suis content du résultat, ça donne un groove beaucoup plus rapidement qu'avec un synthé, ce qui ne vous empêche pas de le faire avec un synthé, évidemment, c'est pareil, donc prise au piano, en venant rajuster et en laissant un petit groove, en laissant des petits décalages. Alors ce qui est intéressant aujourd'hui, ce qu'on pouvait pas trop faire à l'époque, il y a une dizaine, quinzaine d'années, c'est qu'on peut directement dans les clips audio ajuster comme le MIDI un peu, et là si j'ai pas joué vraiment dans le temps, je peux venir récupérer un petit peu ma prise de basse. Donc je vous fais écouter la basse plus la cocotte. Donc, la cocotte toute seule, qui est un peu forte aussi, je vais la baisser un petit peu. Et la basse. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors j'ai rajouté j'ai fait un layer avec un autre rimshot pour le one drop, pour donner plus de patates au rythme du one drop, parce que j'aime bien que ça claque quand ça tombe sur le temps. Ensuite au niveau des percus, juste un petit bout de gyro, et pareil que j'ai fait à la volée, que j'ai pas du tout quantisé, donc qui des fois est vraiment un peu en dehors du temps, mais c'est pas grave, ça donne justement un petit grain, voilà. Alors celui-là il est pas sur 16 temps, mais c'est pas très grave. Et une autre petite percu, c'est une cloche je crois, alors je vais vous mettre juste les percus toutes seules pour voir. Avec le drum, tiens. Et voilà, donc pour ce premier épisode, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire écouter ce petit bout de morceau là, il y a 3 scènes qui varient un peu. Donc dans la deuxième scène, j'ai enregistré aussi un bongo avec un micro là, j'ai gardé juste un petit bout de phrase, donc ce qui donne encore un côté aussi un peu plus naturel. Et à la fin, j'ai rajouté aussi un petit tambourine là, avec un percu finga, donc pareil, qui n'est pas quantisé non plus, sur 16 mesures. Et j'ai mis un autre bongo à la place du premier qui cette fois est midi, donc c'est un percu finga ici, et voilà. Donc je vais vous quitter en musique, je vais vous faire écouter ce petit bout de morceau que j'ai fait. Alors à savoir que là c'est tout brut quasiment, donc à part comme on a vu j'ai mis un petit compresseur par-ci, quelques petits trucs par là, mais sinon tout le reste j'ai quasiment rien mis au niveau traitement. Bon, le skank guitar, il y a un petit peu de compression parce que il y a toujours un peu de transient à traiter. L'enregistrement audio, c'est pareil, j'ai dû enlever une fréquence qui faisait un peu mal aux oreilles. Mais tout le reste, il n'y a rien. Et puis surtout, en fait, sur les groupes, sur les bus, tout est vierge, même le drum bus et même le master. Parce que dans le prochain épisode, on va commencer justement à traiter un peu tout ça, à rajouter de la coloration sur chaque tranche. Donc on verra ça dans le prochain épisode, mais pour avoir un son professionnel, pour avoir un truc qui sonne bien, il faut commencer par là. C'est-à-dire il faut commencer par avoir ces plugins qui sonnent bien à la source, ces enregistrements qui sonnent bien à la source, avant de venir faire du mixage ou du traitement, de rajouter des plugins, voilà, pour éviter d'avoir trop de corrections à faire après. Mais voilà, mais dans les prochains épisodes, on va quand même faire du coup de la coloration, du mixage à partir de ça. Donc je vous fais tourner ces 3 petites boucles là,
Je vais jouer un petit peu avec la console et puis, bah, voilà, on se quitte comme ça en musique.